En y repensant, il est clair que le claquement de doigts de Thanos n'a pas seulement balayé la moitié de l'univers, mais aussi la moitié du public de Marvel. Les frères Russo ont laissé un indice génial dans le film, et les spectateurs ne reviennent que très progressivement aujourd'hui pour Spider-Man et Avengers Doomsday. Mais pourtant, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts au sein même de l'univers. Pour être précis, ils en sont actuellement à l'année 2028. Et un grand total de 5 ans s'est écoulé depuis le second claquement de doigts de Tony Stark. Vous avez manqué la série Miss Marvel et les autres superbes projets de la saga du multivers? Pas de souci, on a fait le travail pour vous. Et dans les 20 prochaines minutes, on va vous raconter en détail et dans l'ordre chronologique tout ce qui s'est passé dans l'univers au cours de ces années. Une seule vidéo, et vous serez paré aussi bien pour Spider-Man que pour Avengers sans avoir à vous infliger le supplice de regarder She-Hulk. On va aussi vous rafraîchir la mémoire sur les événements des autres films et séries, et surtout dans l'ordre chronologique, pour bien montrer comment ils se sont enchaînés dans l'univers et ont influencé les uns les autres. C'est hyper important pour les futurs films, donc on estime avoir bien mérité votre pouce bleu sous la vidéo, ainsi que vos commentaires pour nous dire quel projet de la saga du multivers vous considérez comme le meilleur. Elle a commencé à l'automne 2023, juste après le dénouement de la fin d'Avengers Endgame et le claquement de doigts de Tony Stark. Chronologiquement, le premier moment clé provient d'un tout autre univers, car c'est à la fin de 2023 que se déroulaient les événements du film X-Men Days of Future Past. Dans la chronologie d'origine, en 2023, les robots sentinelles avaient massacré tous les mutants. Les survivants ont envoyé Wolverine modifier le passé, ce qu'il a réussi à faire, créant ainsi une réalité alternative où, en se réveillant en 2023, il a découvert que Cyclope, Jean Grey, Tornade et les autres mutants bien connus de l'équipe d'origine étaient sains et saufs. Il est fort probable que ce soit cet univers précis que l'on nous montre dans Avengers Doomsday. Étant donné que les événements d'Avengers se dérouleront en 2028, cela signifie que 5 ans se seront écoulés dans leur monde après cette fin heureuse. Pendant ces 5 ans, on nous le racontera dans Avengers Doomsday. Mais en attendant, dans l'univers principal de Marvel, la fin de l'année 2023 a vu se dérouler les événements de la série WandaVision. La sorcière rouge, sous le choc de la mort de Vision, s'empare de la ville de Westview et la transforme inconsciemment en sitcom où Vision est bien vivant et où les habitants jouent à des rôles imposés. Ils finissent même par avoir des enfants, tandis que le gouvernement observe le tout depuis l'extérieur d'un dôme d'énergie, tout en s'affairant à reconstruire une nouvelle version de l'androïde à partir des restes du vrai Vision. Bien sûr, ce nouveau Vision n'obéit qu'à des directives très strictes, et l'accès à ses émotions est verrouillé pour des raisons de sécurité. Mais à l'intérieur de la ville, on découvre qu'une autre sorcière tirait les ficelles, Agatha, qui dévoile son plan machiavélique sur une petite chanson entêtante avant d'être vaincue par Wanda dans un final extrêmement cheap et critiqué pour ses effets visuels ratés. Les deux Visions ont aussi droit à leur lot d'effets visuels un peu bizarres, le Vision d'origine transférant de manière sans fil ses souvenirs à la version bridée. Il s'envole vers une destination inconnue et reviendra avec sa propre série en octobre de cette année. Quant à Wanda, réalisant l'étendue de la souffrance qu'elle a causée, elle libère les habitants en sacrifiant le Vision virtuel et ses enfants. Après tout, elle est bonne au fond d'elle-même. Enfin, attendez, peut-être pas si bonne que ça. Dès la scène post-générique, on voit la sorcière rouge lire le grimoire maléfique Darkhold et entendre les voix de ses enfants, se disant qu'ils sont peut-être réels et laissant présager un nouveau basculement du côté obscur. Il semblerait que toute cette histoire ait fini par agacer l'actrice Elizabeth Olsen au plus haut point, qu'elle critique publiquement Marvel et se retrouve sur liste noire, disparaissant de tous les projets du studio après le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais chronologiquement, avant cela, un autre bouleversement frappe l'univers. Les gens du monde entier restent sans voix en découvrant Sam Wilson dans son costume blanc, tape à l'œil de nouveau Captain America. L'action de la série Falcon et le Soldat de l'hiver se déroule 6 mois après le claquement de doigts de Tony Stark, au début de l'année 2024. Et la série nous montre bien que le claquement de doigts de Tony Stark n'est pas tout à fait synonyme de happy end. La moitié de la population revenue à la vie, qu'on croyait morte, doit maintenant se nourrir et se loger. Sauf que la moitié qui a survécu au claquement de doigts de Thanos n'a tout simplement pas les ressources ni la place pour accueillir tout le monde. On se retrouve dans des situations aberrantes où la maison d'une personne disparue après le claquement de doigts est déjà occupée par d'autres et personne ne sait comment résoudre ce casse-tête. C'est le Conseil mondial de rapatriement, une sorte d'équivalent de l'Organisation des Nations Unies, qui tente de régler le problème, avec pour idée magique de simplement déporter tout le monde là où ils vivaient avant l'attaque de Thanos. Et pour faire simple, en attendant de libérer des logements pour tous les revenants, ils décident de construire de charmants camps sous bonne garde. L'organisation des Flag Smashers s'y oppose fermement, estimant que c'est d'une injustice totale et que personne n'a le droit de leur enlever leur liberté de faire sauter des trucs. Concrètement, ces extrémistes passent leur temps à poser des bombes, tuer et enlever des gens.
Et après tout ça, Sam Wilson essaie encore de trouver des excuses à leurs actes. C'est là que la série vire au grand n'importe quoi, Marvel tentant à tout prix de pondre une histoire sur la moralité grise, mais échouant lamentablement. Le résultat, c'est que tous les personnages à l'écran passent pour des idiots finis. D'un côté, on veut jeter les gens à la rue. De l'autre, on fait sauter des innocents pour protester. Et Sam Wilson essaie presque de faire passer une tueuse de masse pour une héroïne en terminant sur un discours qui semble avoir été rédigé par une intelligence artificielle tellement il est vide de sens. Au final, le Conseil mondial de rapatriement a accepté des concessions qu'on ne nous a jamais montrées. Les extrémistes ont accepté des conditions qu'on n'a pas vues non plus. Et Marvel a tout simplement fait l'autruche en ne reparlant plus jamais du sujet. Ah oui, et pendant quelques épisodes, John Walker, avec son attitude de premier de la classe un peu zélé, s'est vu confier le bouclier de Captain America. Sauf qu'il n'a pas hésité à massacrer à mort un fuyard devant les caméras du monde entier avant de devoir rendre le bouclier à Sam Wilson. Quant à Bucky Barnes, il n'était là que pour balancer des vannes un peu lourdes dans les dialogues et s'excuser auprès du Captain America noir du passé, que le gouvernement des États-Unis avait lui aussi créé, pour finalement donner tous les lauriers au Steve Rogers d'origine. Au milieu de tout ça, on a aussi eu la série animée What If, où presque chaque épisode nous montrait Tony Stark sous un mauvais jour ou se faisant éliminer. Une tentative évidente de copier le style de Christopher Nolan, en essayant de faire entrer dans le crâne des fans que Tony Stark et Steve Rogers ont commis des actes terribles, et que seules les versions actuelles et modernes des personnages sont les bonnes. Le résultat s'est traduit par un énorme bid financier et l'obligation pour la production de ramener les deux figures historiques pour Avengers Doomsday. Mais pour en revenir à la chronologie, l'étape suivante a été le film Shang-Chi, qui se déroule lui aussi environ 6 mois après le claquement de doigts de Tony Stark, juste après les événements de Falcon et le Soldat de l'Hiver. À ce stade, plus personne ne parle du Conseil mondial de rapatriement. La vie suit son cours normalement. Et pour le simple voiturier Sean, le fait que le monde entier ait subi des attaques terroristes la semaine précédente n'a absolument aucune importance. Bon, il s'avère qu'il ne s'appelle pas Sean, mais Shang-Chi, et qu'il a fui son père milliardaire asiatique ultra-autoritaire. Le paternel est le véritable mandarin et le détenteur des 10 anneaux d'Iron Man. Tout le film montre Shang-Chi essayant d'éviter de tuer son père, de ne pas mourir lui-même et de tenter d'expliquer à son ami Cathy pourquoi un film sur un super-héros chinois a été interdit de sortie en Chine. La vraie raison réside dans une vieille interview de Simu Liu, qui s'est attiré les foudres du public chinois en expliquant que la vie en Chine était très précaire et que le Canada lui avait offert une existence bien meilleure. Là-bas, on ne plaisante pas avec ce genre de déclaration, si bien que cette production de Marvel, calibrée pour le marché asiatique, a été bannie du pays le plus important de la région et a fait un flop monumental au box-office. La carrière de Simu Liu a bien failli battre de l'aile après ça, mais il a su être flexible, a redoré son blason et sera de la partie dans Avengers Doomsday. Et entre nous, le film est franchement réussi. Cette histoire se termine vers le milieu de l'année 2024, pile au moment où débutent 2 films consécutifs sur Spider-Man. Ceux-là, vous vous en souvenez forcément très bien. D'abord, après la mort de Tony, Peter Parker s'en va en Europe pour déclarer sa flamme à sa camarade de classe, mais finit par se faire berner par Mysterio, qui en profite pour dévoiler son identité secrète au monde entier. Par la suite, Peter Parker demande de l'aide à Doctor Strange, ce qui se solde par l'effacement de sa propre existence dans la mémoire de tous ses proches. En plus, Marvel passe tout le film à teaser l'avenir avec cette statue de la liberté repeinte aux couleurs de Captain America. Quant à savoir à quoi ça servait, eh bien, ça reste un mystère complet à ce jour. Immédiatement après dans la chronologie, durant l'automne et l'hiver 2024, l'ambiance était électrique chez Marvel. On a eu droit à 3 sorties coup sur coup, à commencer par Les Éternels, un film sur un groupe d'êtres immortels, surpuissants et légendaires, qui ont passé 7000 ans les bras croisés sur Terre sans bouger le moindre petit doigt. Hitler attaque, dites-lui de repasser demain. Invasion des Chitauri, désolé, on a d'autres chats à fouetter. Thanos efface la moitié de l'univers. Ah, c'est bête, aujourd'hui c'est notre jour de congé et on ne travaille pas le week-end. Ces héros ne se réunissent que pour des repas de famille, parce que les affaires de famille passent avant tout. Et c'est au cours de l'un de ces dîners qu'ils découvrent que la Terre n'est en fait qu'une couveuse pour un géant cosmique nommé Tiamut, qui détruira la planète à sa naissance. S'ensuit un drame interminable sur des immortels dépressifs, où l'un veut suivre les ordres à la lettre, d'autres veulent sauver les meubles, et Kit Harington pris pour décrocher un rôle à succès après la fin de Game of Thrones. Résultat, Icaris, comme s'il n'en pouvait plus des choix absurdes du scénario, fonce droit dans le soleil pour en finir, tandis que la Terre est sauvée à la dernière seconde. Après cela, les habitants de la planète s'en fichent royalement pendant des années du fait qu'un dieu de pierre de la taille d'un continent soit littéralement planté au milieu de l'océan Indien. Personne ne prend la peine d'en parler, après tout le nouvel an de 2025 est déjà à nos portes. Cette période nous est montrée dans la série Hawkeye,
qui met en scène Clint Barton agissant comme un Batman fatigué de la vie et faisant régner la terreur chez les criminels pendant les 5 ans qui ont suivi le claquement de doigts de Thanos. Le passé rattrape Clint Barton sous les traits de sa plus grande fan, Kate Bishop, et de la nouvelle veuve noire, Yelena Belova, qu'on a envoyée pour le descendre à l'aide de mensonges. On apprend que Valentina Allegra, une agente louche de l'agence centrale de renseignement, était de mèche avec Wilson Fisk, et, en faisant croire à Yelena Belova que Clint Barton avait tué Natasha Romanoff, elle voulait rayer le héros de la carte. Le plan est tombé à l'eau, et dans le final, Kate Bishop, une fille de 30 kilos sans le moindre super pouvoir, colle une sacrée raclée au caïd qui doit bien en peser 300. Sur ce, Clint Barton prend sa retraite, en grande partie parce que l'acteur n'avait pas trouvé d'accord financier pour une deuxième saison, même s'il affirme aujourd'hui s'être arrangé avec le studio et que la suite devrait voir le jour. En parallèle dans la chronologie, à la fin de l'année 2024 se déroulent les événements du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où Marvel s'est enfin souvenu qu'on était au beau milieu de la saga du multivers et a décidé d'intégrer enfin ce concept. Et le résultat est plutôt sympa avec les Illuminati, massacrés sans ménagement par la sorcière rouge en mode Terminator. Pour le reste, le film a posé les bases du concept d'incursion, où des mondes entrent en collision et s'autodétruisent selon des règles que personne ne saisit vraiment. La sorcière rouge finit ensevelie sous des tonnes de pierres. Mais plus tard dans un comics, Marvel a confirmé que Wanda avait survécu et qu'elle était actuellement au frigo, en attendant son heure pour revenir, tout comme Captain America en son temps. Le propre Doctor Strange fait la rencontre de Clea, incarnée par Charlize Theron, qui a admis publiquement n'avoir pas la moindre idée de qui est ce personnage ni de ce qu'elle vient faire dans l'univers cinématographique. C'est alors que Kevin Feige a réalisé pour la première fois qu'il devait rectifier le tir pour la franchise. Il a été décidé d'utiliser la série Loki comme modèle, qui a été l'une des rares exceptions à plaire à tout le monde tout en enchaînant les records d'audience. Chronologiquement, les 2 saisons se déroulent hors du temps, mais dans la pratique, les choses se passent aux alentours de 2024, puisque le voyage de Loki et Sylvie vers Kang débute précisément après le claquement de doigts de Tony Stark, et leur route s'achève quand Loki devient le dieu des histoires, juste avant Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Car c'est exactement à cause de cela que les incursions commencent. Durant leur périple, Loki se heurte à la bureaucratie cosmique et au surpuissant Kang, qui finit par se faire poignarder dans le dos. L'Asgardien réalise enfin le rêve de toute sa vie d'accéder au trône, mais avec un revers de médaille de taille, car porter la couronne signifie vivre dans la solitude la plus totale. Ici, il convient d'ouvrir une parenthèse sur le multivers, et ce qui a réellement changé après le couronnement de Loki. Il y a un énorme malentendu sur ce point. Durant la première saison de Loki, le tribunal des variations anachroniques ne s'amusait pas à effacer absolument toutes les lignes temporelles qui s'éloignaient de la ligne sacrée, même si on pouvait le croire. En réalité, il ne supprimait que celles où le cours des choses changeait de manière radicale. Par exemple, la ligne temporelle où Loki est une femme nommée Sylvie n'a pas été effacée avant qu'elle ne grandisse et ne devienne une menace réelle pour le système. Si elle s'était comportée exactement comme le Loki masculin, sa réalité serait restée intacte. Autrement dit, le multivers a toujours existé, mais avec des variations très subtiles. Le but ultime de tout cela était de s'assurer que Kang le Conquérant ne naisse qu'en tant que Victor Timely et que, privé d'accès aux technologies modernes dans le passé, il ne puisse pas déclencher de guerre multiverselle. Après avoir pris le contrôle, Loki a changé la donne et a donné quartier libre au multivers, ce qui a ouvert la voie aux variantes de Kang et à cette fameuse scène post-générique de Quantumania. Mais tout le monde au sein du tribunal des variations anachroniques n'a pas vu cette liberté d'un bon œil, à tel point que, dans Deadpool et Wolverine, la faction de la jeune Paradox a conspiré contre Loki, finissant sous les verrous à la fin du film, après que Hugh Jackman ait affiché un physique à couper le souffle. De plus, dans le 3e volet de Deadpool, cette nouvelle liberté accordée par Loki permet de sauver l'univers de la Fox, ramenant Hugh Jackman en tant que Wolverine ultime de cette réalité. Quant à savoir s'il s'agit du même univers que dans X-Men Days of Future Past et Avengers Doomsday, seul l'avenir nous le dira. Et c'est ainsi que l'année 2024 s'est achevée pour Marvel. Dans la foulée, on a enchaîné sur une année 2025 survoltée qui a débuté avec Moon Knight, un projet où le studio a délaissé le genre classique des super-héros pour s'essayer au thriller psychologique sur un homme en proie à de graves troubles mentaux. Le résultat est superbe, mais uniquement si l'on se concentre sur l'évolution du personnage principal. Du point de vue de l'univers global, c'est un capharnaüm total, car on découvre qu'en plus des Éternels, il existe aussi des dieux égyptiens dans le monde qui n'en avaient absolument rien à faire de Thanos et des Chitauri. On pouvait modifier le temps sur des millénaires sans que Doctor Strange ne s'aperçoive de quoi que ce soit. Et pour couronner le tout, le monde entier continuait d'ignorer superbement le fait qu'un dieu de pierre géant de la taille d'un continent soit littéralement figé au milieu de la Terre.
Ils ont bien tenté d'y faire une rapide allusion dans la suite Black Panther Wakanda Forever, qui se déroule juste après, en 2025. Mais la référence n'a pas dépassé le stade de légère secousse et de rapport sismique. Pour le reste, on a découvert qu'à côté du monde de surface, il y a des gens qui vivent sous l'eau chez Marvel, les Talokan, qui n'ont pas non plus accordé la moindre importance à l'invasion des Chitauri ou au claquement de doigts de Thanos. Et la nation du Wakanda entre en guerre contre eux pour éviter qu'ils ne cherchent des noises à l'humanité tout entière. Shuri passe par un véritable chemin de croix, accepte le costume de panthère noire et, comme le veut le protocole, après une baston monumentale, elle prononce un discours de paix et laisse la vie sauve à Namor. Mais si vous pensiez qu'ils allaient céder le vibranium à l'Organisation des Nations Unies, vous pouvez vous brosser. Par la suite, la chronologie est submergée par une avalanche de séries télévisées. Dans Echo, on tente de nous rappeler que la criminalité de rue existe toujours en faisant revenir le caïd. Dans She-Hulk, Marvel essaie de prouver que la vie des femmes sur Terre est bien plus compliquée que celle de Hulk lui-même. Dans Miss Marvel, on met un point d'honneur à rappeler que Disney a racheté la Fox il y a 7 ans et que les mutants marchent désormais parmi nous. Et pour couronner le tout, dans Ironheart, on nous présente Tony Stark comme s'il n'avait été qu'un inventeur chanceux, dont la technologie peut être reproduite les doigts dans le nez par n'importe quelle adolescente noire de banlieue. Dans l'ensemble, à l'exception de She-Hulk, le reste de cette liste se regarde plutôt bien. Le vrai problème ici n'est pas tant les histoires elles-mêmes, mais plutôt leur absence totale d'impact sur le reste de l'univers. Le canard boiteux de la bande a été Secret Invasion, où Marvel a pris un arc narratif colossal des comics et a jeté 250 millions de dollars par les fenêtres pour pondre un thriller d'espionnage de seconde zone. Ils ont eu tellement peur de faire bouger les lignes que l'intrigue se résume à des agents fatigués s'épiant mutuellement dans des pièces sombres pendant que le méchant collectionne le sang des Avengers comme s'il s'agissait de cartes de collection extrêmement rares. Dans le final, le personnage d'Emilia Clarke obtient les pouvoirs d'absolument tous les Avengers d'un seul coup, devenant l'être le plus pété de Marvel, tandis que le monde apprend l'existence d'extraterrestres sur Terre. Et vous savez quoi? Il ne se passe absolument rien, tout comme avec le dieu de pierre qui dort dans l'océan. Tout le monde s'en fout royalement. On passe à autre chose. Même Chris Hemsworth fait tout son possible pour oublier le film Thor 4 qui se déroule plus tard, en 2025. Le réalisateur Taika Waititi, qu'on avait encensé pour l'humour de Thor Ragnarok, a cette fois perdu la main et livré une comédie poussive remplie de blagues d'un goût très douteux. Une comédie avec des chèvres qui hurlent, des divinités grecques ridicules et un Thor qui semble avoir perdu toute forme d'intelligence tellement qu'il est bête. À la fin, Jane Foster passe l'arme à gauche et s'en va au Valhalla, tandis que le gore de Christian Bale meurt de déception devant une conclusion de personnage aussi navrante. Le dieu du tonnerre adopte sa fille et devient un père modèle. Mais ce n'est rien à côté de ce qui allait suivre, car au même moment se déroulent les événements de The Marvels, où l'on découvre que Carol Danvers n'a pas aidé à vaincre Thanos parce qu'elle était trop occupée à éteindre des incendies politiques dans d'autres galaxies. Et sa gestion a été tellement catastrophique qu'elle a déclenché une crise spatiale majeure. Les héroïnes parviennent à régler le problème grâce à l'aide de Monica Rambeau de WandaVision et de Miss Marvel. Sauf qu'à la fin, Monica Rambeau se retrouve coincée dans l'univers des X-Men et tombe nez à nez avec le Fauve. Pour clore en beauté l'une des pires années de Marvel en termes de qualité, on a eu droit à un petit lot de consolation avec les Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête, où ils sauvent Noël. Un spécial de Noël à gros budget qui a apporté bien plus d'intérêt et de développement que la moitié de ses séries télévisées. Le spécial nous apprend que Mantis est la sœur de Star-Lord et montre que celui-ci est toujours au fond du trou après la mort de Gamora. Et c'est dans cette ambiance un peu morose qu'on attaque l'année 2026 dans l'univers. Le film Les Gardiens de la Galaxie 3 ouvre l'année dans la chronologie et marque le moment où Marvel a arrêté de rigoler pour nous montrer que le passé de Rocket a été marqué par des expériences atroces. Dans leur combat contre le maître de l'évolution, l'équipe doit composer avec une version alternative de Gamora. Drax s'avère être un papa poule formidable, tandis que Rocket prend les rênes de l'équipe. À la fin, chacun s'en va de son côté. Rocket et Groot reforment une équipe de gardiens aux côtés d'Adam Warlock, Star-Lord rentre chez lui sur Terre et Gamora suit sa propre voie. Et si l'on en croit les déclarations de Zoe Saldana, on ne reverra plus l'actrice dans le rôle. La sortie suivante dans l'agenda est Wonder Man, une série avec un super rythme et qui apporte des éléments très importants pour l'univers global. La série montre que les justiciers en collant sont devenus monnaie courante et sont rentrés dans le moule de la bureaucratie, à tel point qu'il existe désormais une prison spéciale gérée par l'Organisation du contrôle des dommages pour garder un œil sur tout le monde. Ils ont aussi donné une conclusion digne de ce nom au faux mandarin de Trevor Slattery. Et, au passage, nous ont offert une introduction pour Spider-Man 4 bien supérieure à ce qu'on a vu avec Daredevil ou le Punisher.
et infiniment plus solide que le fiasco de Quantumania. Et vous n'avez pas d'hallucination. Les événements du troisième volet d'Ant-Man, sorti au cinéma en 2023, se déroulent chronologiquement au milieu de l'année 2026. Scott Lang vit désormais une vie de pacha en tant que célébrité des réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'il tombe par hasard dans la dimension quantique qui avait d'ailleurs l'air à moitié finie à cause de la grève des artistes d'effets visuels. Sur place, il se retrouve confronté à la version ultime de Kang qui s'avère tellement forte qu'elle finit par perdre un combat physique contre une famille de personnes de la taille d'une fourmi. Cela nous laisse forcément sceptiques. Comment Kevin Feige a-t-il pu imaginer une seule seconde qu'on verrait ce type comme une menace de l'envergure des Avengers? Même la scène post-générique montrant 1 millier de variantes de Kang n'a pas suffi à sauver la hype. Si le plus fort d'entre eux a été battu par Ant-Man, Thor ferait de la pâtée de toute cette foule les mains dans le dos. Pas vrai? C'est là que les dirigeants de Marvel ont décidé de jeter l'éponge et d'aller à genoux supplier Robert Downey Jr. et Chris Evans. Et l'énorme scandale médiatique dans lequel s'est retrouvé l'acteur Jonathan Majors après une dispute conjugale a finalement été du pain béni pour Kevin Feige, qui n'a pas eu à se casser la tête pour boucler une intrigue qui était déjà mort-née. Et cette même année 2026, les retombées de WandaVision sont revenues sur le devant de la scène dans la propre série Agatha All Along. Dans cette histoire, après avoir mordu la poussière face à la sorcière rouge, Agatha recrute une équipe de sorcières assez mal assortie et se lance dans une quête de rédemption. En parallèle, on découvre que Billy, l'un des fils de Wanda, a réussi à échapper à la mort. Ainsi, Marvel ramène la sorcellerie et le grimoire maudit au cœur de l'intrigue principale, 5 ans après que les spectateurs aient complètement oublié leur existence. Et c'est ainsi qu'on dit adieu à l'année 2026 pour accueillir l'année 2027, où Wilson Fisk réapparaît plus vivant que jamais après avoir pris une balle en plein visage et s'empare de la mairie de New York. Le fait que le nouveau maire de la ville soit un gangster psychopathe semble importer peu aux habitants qui ont voté pour lui avec un grand sourire. Le coup de théâtre, c'est que le caïd commence immédiatement à vider les caisses de l'État depuis son poste, obligeant Daredevil à rendosser le costume. C'est le début d'un choc des Titans, ou plutôt son préambule, car l'espace entre les 2 saisons de la série a été comblé par pas moins de 2 longs métrages. Dans le premier d'entre eux, Captain America Brave New World, Sam Wilson et le gouvernement des États-Unis ont d'autres chats à fouetter et ferment les yeux sur le fait que New York soit dirigé par un parrain condamné. L'objectif de chacun est de transformer les justiciers de rue en armes enregistrées et contrôlées par l'État. Le président, incarné par Harrison Ford, tente de rallier à sa cause Sam Wilson, tandis que, après 3 ans de silence radio, l'humanité se rappelle enfin de ce dieu géant de pierre planté au milieu de l'océan. On découvre que sa dépouille contient de l'adamantium, déclenchant une course aux armements à l'échelle mondiale pour cette ressource. Sam Wilson fait des pieds et des mains pour maintenir l'ordre, évite une guerre mondiale et finit par s'expliquer les points d'abord avec le président lui-même, qui s'est transformé en Hulk rouge. Il faut dire que Marvel semble incapable de résoudre le moindre conflit sans inclure un monstre de synthèse géant détruisant des édifices publics. Tout de suite après, on enchaîne avec Thunderbolts, où Valentina Allegra, de mèche avec Wilson Fisk, crée le super soldat Sentry à partir d'un ex-toxicomane en sevrage. Pour tenter de contrer cette menace, le gouvernement réunit une équipe de marginaux pour lui tenir tête. Finalement, tous doivent s'unir contre le vide, la part d'ombre de Sentry, qui plonge la moitié de New York dans des cauchemars d'épouvante et déclenche un massacre dans les rues. Les autres super-héros, habitués à détourner les yeux devant les catastrophes de la planète, ne daignent pas bouger le petit doigt. Et finalement, le vide est terrassé grâce à un scénario étonnamment bien ficelé. Dans le final, Valentina Allegra parvient à s'en sortir blanche comme neige, rompt les liens avec Wilson Fisk et présente les Thunderbolts aux médias comme son grand bébé et la nouvelle équipe des Avengers. Cela crée des tensions avec Sam Wilson, qui théoriquement dirige son propre groupe, même si personne n'a la moindre idée de qui en fait réellement partie. C'est à ce moment-là que débutent les événements de la 2e saison de Daredevil Born Again, où l'empire du caïd commence à s'effondrer même sans l'aide de l'agence centrale de renseignement. Avec le soutien de Jessica Jones, Matt Murdock parvient à terrasser son ennemi juré de toujours, dont Spider-Man. La nouvelle équipe des Avengers et les Avengers de Sam Wilson n'ont absolument cure. Il l'emporte avec brio au tribunal, mais finit par atterrir derrière les barreaux où il croupit toujours en l'an 2028, pile au début des événements de Spider-Man 4. Le Punisher a quant à lui d'autres chats à fouetter, luttant avec un trouble de stress post-traumatique dans son propre épisode spécial.
et s'affirmant comme un anti-héros impitoyable, mais qui essaie tant bien que mal de mener sa barque. Quelque temps après, à l'approche de la mi-2028, la nouvelle équipe des Avengers croise la route du vaisseau de les 4 Fantastiques venus d'une autre dimension. Ils vivaient tranquillement dans leur propre réalité où Dr. Fatalis régnait en maître. Et pour l'instant, on n'a aucune explication officielle sur ce qui les a poussés à franchir la frontière pour s'engouffrer dans le scénario très tordu de l'univers principal. Le bruit court que c'est Steve Rogers qui a choisi de s'installer avec Peggy Carter dans leur univers après les événements d'Avengers Endgame, qui a provoqué la collision entre les deux mondes. S'il y a du vrai là-dedans, seul le temps nous le dira. Mais il ne faut pas rejeter toute la faute sur le dos de Captain America. L'incursion avec l'univers de les 4 Fantastiques aurait fini par se produire tôt ou tard, simplement avec une autre dimension. Au bout du compte, la seule vraie coupable, c'est Sylvie, qui a assassiné la variante de Kang et a ouvert grand les vannes du multivers, brisant l'équilibre de tout le système. Doctor Strange a sauté sur l'occasion pour y mettre son grain de sel, s'immisçant dans des réalités étrangères une bonne centaine de fois. Et Spider-Man n'a pas franchement les mains propres non plus dans cette histoire. Toutes les cartes sont donc aujourd'hui entre les mains de Loki, qui fait tout son possible pour soutenir l'Arbre du Monde et garder les rênes. C'est plus ou moins à cette période, un peu avant ou juste après que la nouvelle équipe des Avengers ne croise la route de les 4 Fantastiques, que les événements de Spider-Man 4 vont éclater. Et le film Avengers Doomsday a visiblement déjà commencé à pointer le bout de son nez avec cette même scène post-générique. L'intrigue se déroulera dans un univers complètement chaotique, avec des dizaines de questions restées sans réponse. Qu'en est-il de Sharon Carter sous l'identité du courtier du pouvoir? Qui finira par s'emparer de l'adamantium au bout du compte? Choisiront-ils de ressusciter la sorcière rouge? Ou Doctor Strange est-il parti avec Clea il y a 4 ans de cela? Est-il normal que Vision Blanc se la coule douce pendant 5 ans sans lever le petit doigt? Quant aux Éternels, après avoir été punis pour n'avoir pas bougé le petit doigt, ils n'ont rien trouvé de plus intelligent que de continuer à briller par leur absence. Et où diable est passée l'entité la plus pétée de Marvel, celle de Secret Invasion? La franchise aujourd'hui ressemble à un navigateur planté avec 50 onglets ouverts qui fait surchauffer l'ordinateur. On dirait bien que Kevin Feige n'a rien trouvé de mieux à faire que de couper le disjoncteur général et de repartir de zéro. Même si, qui sait, on aura peut-être quelques réponses en cours de route. Mais c'est une autre histoire et on la suivra de très près. Alors, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, d'apporter votre soutien dans les commentaires et on se retrouve très vite. Salut à tous!